Bonsoir à toutes et à tous. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est la nécessité pour nous tous, pour la gauche, d'articuler un récit autour de la rupture avec l'Union européenne, avec l'euro que l'on envisage. Puisque ça a été dit plusieurs fois ce soir, et que ça s'est insisté là-dessus, et je pense qu'il a tout à fait raison, il faut que la gauche, elle reprenne confiance dans sa capacité à esquisser, dessiner, préciser un projet qui est une véritable trajectoire qui va permettre de mettre en œuvre des politiques au service du plus grand nombre et de l'émancipation. Alors, le point de départ, c'est d'être bien d'accord sur le constat. Et je pense qu'on l'est, mais on peut peut-être laisser à Jean-Claude Juncker l'honneur de le faire. L'Union traverse, je cite, une crise au moins en partie existentielle. Alors, au moins en partie, une crise existentielle, au moins en partie, c'est le style européen, c'est un style qui ne tranche pas par sa précision, puisque bien évidemment, tous les indicateurs sont au rouge, et l'échec aujourd'hui est général. L'échec, c'est quoi? Incapacité à générer de la croissance, incapacité à faire converger les sociétés européennes, et incapacité même pour l'Europe, dans ce contexte, à défendre les droits humains dont elle était censée être à l'avant-garde européenne, ou même de préserver la démocratie. On peut regarder aussi, les personnes, ça compte en politique. Et les visages européens, il faut quand même rappeler qui sont ces visages européens. Jean-Claude Juncker, on le sait, une personne qui est un vétéran de l'évasion fiscale. On connaît les services de Draghi auprès de Goldman Sachs. On sait que Neelie Kroes avait été une ancienne commissaire, elle aussi pratiquée pour son propre compte l'évasion fiscale. Donc ces visages... Bon. Le constat d'échec de l'Union européenne, d'une part, sur le fond, et d'autre part, le personnel politique qui le porte, explique pourquoi aujourd'hui le rejet de la part des populations européennes de l'Union européenne est absolument massif. Et de ce point de vue-là, je voudrais souligner le fait qu'il ne s'agit pas que des Britanniques. Il n'y a pas que le Brexit. Ça, c'est Eurobarometer qui montre la confiance au sein de l'Union européenne depuis le début des années 2000. Et on voit le choc depuis la crise, et on est aujourd'hui à un niveau très bas. Mais si on va regarder dans le détail des pays, c'est encore plus intéressant. Là, vous avez à gauche les pays qui désapprouvent la gestion de l'Union européenne de l'économie par l'Union européenne. Et là, ce que vous constatez, et je pense qu'il faut vraiment le souligner, notamment dans le cas de la France, c'est qu'il y a un rejet qui est absolument massif. En Grèce, bien évidemment, mais regardez la France, c'est 66%. L'Italie, c'est 68%. Donc il y a un rejet absolument massif. Et ça doit vraiment nous encourager à n'avoir aucune timidité dans l'articulation de notre discours d'hostilité à l'Union européenne sur les questions économiques. L'autre sondage, il est aussi tout aussi clair. Il n'y a pratiquement aucun pays, à part l'Allemagne et la Pologne, qui sont favorables à davantage d'Union européenne. Et là encore, c'est extrêmement faible. Mais je voudrais insister sur le fait que, partant de ce constat, il est important pour la gauche de comprendre pourquoi elle-même, elle a une difficulté à articuler ce discours européen. Et le point de départ, c'est que, bien spontanément, on est tous européistes. On a accueilli la construction européenne de manière positive. Pourquoi? Parce que, d'un certain point de vue, ça nous permettait de projeter nos affects internationalistes. Ça a été dit par beaucoup de personnes. La gauche se pense effectivement ancrée dans un espace, dans des classes sociales, mais en solidarité avec le reste du monde. Et donc, l'extension européenne, une intégration politique européenne, était perçue comme positive. Il y a aussi un deuxième argument qui a été évoqué également ce soir, c'est l'idée qu'en changeant d'échelle, on pouvait mieux intervenir à l'échelle mondiale pour faire face aux défis économiques, environnementaux, sociaux de notre temps. Ces deux choses-là, elles ne sont pas fausses. Ces deux choses-là, elles ne sont pas fausses, mais elles ne justifient pas de tomber dans ce que j'appellerais le scalarisme. Alors, ça serait quoi le scalarisme? Eh bien, le scalarisme, c'est comme l'étapisme en politique, ou comme le progressisme. Walter Benjamin nous avait averti contre les dangers de cette tempête qu'est le progrès. Le scalarisme, c'est la même chose. C'est l'idée qu'un changement d'échelle est en soi positif. Eh bien, un changement d'échelle n'est pas en soi positif. Il peut être positif, il peut même être, toute chose égale par ailleurs, préférable, mais un changement d'échelle n'est pas neutre socialement et politiquement. Et pourquoi aujourd'hui on ne peut pas obtenir ce qu'on veut à l'échelle européenne? C'est parce que la manière dont l'Union européenne a été construite interdit par construction ce changement-là. Et à ça, il y a deux raisons. Alors, par exemple, ça c'est un argument très fort, je pense, pour contrer Varoufakis. Varoufakis, il dit qu'il faut une insurrection européenne. Ça va être possible de faire une insurrection européenne. À mon avis, c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que
ce que Poulantzas et d'autres auteurs ont appelé les sélectivités structurelles, ont été profondément modifiées au cours de la construction européenne. Alors c'est quoi cette histoire de sélectivité structurelle? À gauche, c'est la situation dans l'après-guerre. Dans l'après-guerre, la question principale, c'est de mettre les populations au travail. La question de la mobilisation du travail est centrale, et tout s'organise dans l'économie autour du rapport salarial. C'est à ce niveau-là que, on ne voit pas très bien, hein, mais juste en dessous, si vous voulez, c'est la concurrence, et tout en bas, c'est l'argent et la finance. Eh bien, autour de la question du rapport salarial, s'organisent les marchés, dirigés par l'État très largement, et la finance est mise au service de ce développement-là. À partir des années 80, il y a un changement majeur. Hein. On ouvre très largement les économies, c'est la relance du marché unique, et à ce moment-là, la concurrence devient la forme principale. Elle échappe à l'échelon national, elle est exclusivement au niveau européen. Il ne faut pas oublier que la concurrence et le commerce ont été les deux premières compétences exclusives de l'Union européenne. Ça veut dire que les contraintes posées par la gestion de la concurrence et la gestion du commerce viennent au-dessus de toutes les autres règles. Hein, il y a une hiérarchie des règles, et les règles premières, ce sont celles-ci. Et puis dans un troisième temps, hein, celui de la monnaie unique et de la financiarisation, on a une intégration financière extrêmement importante au niveau européen, on a la gestion de la monnaie unique par la Banque centrale, et tous les ajustements doivent se faire au niveau national, doivent se faire sous cette contrainte-là de stabilité financière. Il y avait quelque chose d'extrêmement choquant dans la période d'après-crise en Europe. Les gouvernements n'avaient qu'un mot à la bouche, c'était « il faut restaurer la stabilité financière ». Jamais la question de restaurer le plein emploi s'est posée, alors que le chômage a explosé dans cette période-là. Mais toujours, la précondition pour y arriver, c'était la stabilité financière. Eh bien, ça reflète cette hiérarchie des questions. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est renverser cette hiérarchie des règles. Alors, pourquoi on ne pourrait pas le faire au niveau européen? La première raison, c'est tout simplement parce que ces sélectivités structurelles, justement, ces questions pertinentes, posées au niveau européen, elles sont posées selon cette hiérarchie-là. Et du coup, les mouvements sociaux, ils sont en permanence en but contre un agenda qui ne correspond absolument pas au lieu où ils peuvent intervenir. Donc il y a une sorte de non-pertinence de la gauche au niveau européen, des mouvements sociaux au niveau européen. Une des raisons de fond de l'échec des forums sociaux européens ou de la difficulté de la CES à avancer, c'est cette absence d'agenda européen auquel se raccrocher, sur lequel peser. Tout simplement, ce n'est pas pertinent. Mais il y a une raison encore plus profonde, et qui est liée en grande partie à la question de l'euro. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur l'euro, beaucoup de choses ont été dites tout à l'heure, mais vous allez comprendre avec ce schéma. Alors, en fait, le schéma, on ne va pas le détailler, mais vous allez comprendre les trois grands moments. Ces trois grands moments, qu'est-ce qu'ils présentent? Ils présentent la situation avant la crise en Europe. Les dynamiques sociopolitiques avant la crise, les dynamiques économiques qui y étaient liées. À gauche, vous avez ce qui s'est passé en Europe de l'Est. En Europe de l'Est, c'était pas très bon pour les travailleurs, mais les salaires ont augmenté rapidement grâce à des gains de productivité importants. Mais dans le même temps, ils ont exercé une pression à la baisse via les délocalisations en Allemagne, d'autant plus qu'il y avait la réunification en même temps. Et donc on a eu en Allemagne une grande réforme extrêmement défavorable aux travailleurs, avec des salaires faibles, une segmentation du marché du travail, mais qui s'est traduite par une faible demande domestique et une très forte compétitivité. Et au sud, vous avez eu quoi? Vous avez eu une décennie qui n'a pas été trop mauvaise pour les travailleurs au sud, avec un certain nombre de services publics qui ont pu s'améliorer, des améliorations de la demande qui étaient en partie par la dette, mais il y avait des secteurs, la construction, le commerce, qui ont créé de l'emploi et qui ont créé une dynamique économique. Vous comprenez bien que là, vous avez trois histoires de classe qui n'ont rien à voir. Qu'avoir une subjectivité commune au même moment, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Et par ailleurs, vous comprenez bien aussi qu'avec cette construction-là, le seul moyen de s'ajuster, s'il n'y a pas d'État et de budget européen, eh bien, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une partielle réduction des déséquilibres internes à la zone euro, mais à quel prix? Au prix d'exporter au reste du monde davantage. Il y a un surplus aujourd'hui très important de la zone euro, et en interne, d'une croissance complètement étouffée. Ce schéma-là, il nous dit que l'idée de construire une alternative au niveau européen n'est pas possible, que la question de l'euro ne peut pas être esquivée, parce que de manière structurelle, l'Union européenne interdit ce type de politique et l'euro empêche de faire converger les régimes salariaux. Alors que faire? Sortir de l'euro, on l'a dit, mais sortir de l'euro présenté comme ça, c'est quelque chose qui, effectivement, est un récit trop étroit, un récit qui ne peut pas aujourd'hui englober un projet pour les gauches européennes qui soit un projet internationaliste. Eh bien moi, je vous propose de reprendre un peu le schéma qu'il y avait tout à l'heure. Comment on fait pour remettre à l'endroit
remettre au centre des préoccupations le rapport salarial et la transformation écologique et sociale. Eh bien, il faut ce que j'appelle une désintégration sélective. Il faut priver l'Union européenne de ses compétences centrales dans le domaine du commerce, de la monnaie et de la finance, et les réinstaurer au niveau national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc la remise en cause de l'euro, ça veut dire remettre en place des contrôles des capitaux, et remettre en place donc une politique industrielle au niveau des États, qui soit émancipée de la politique de la concurrence européenne. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, abandonner les possibilités de coopération au niveau européen. Cette désintégration, elle est sélective. Dans un certain nombre de domaines, par exemple, les échanges universitaires, par exemple, qui est quelque chose qui compte pour une partie de la jeunesse européenne. Par exemple, la question environnementale, ça dépend, c'est inégal, mais dans un certain nombre de domaines, l'Union européenne est plus avancée que les États nationaux sur ces questions environnementales. Ces collaborations peuvent être poursuivies. Mais surtout, au moment de cette désintégration sélective, lorsqu'un gouvernement, admettons Jean-Luc Mélenchon, arrive au pouvoir en France et réussit et donc est contraint, pour mener sa politique, de quitter l'euro, eh bien dans le même temps, il propose des coopérations renforcées. Mais ces coopérations renforcées, elles se font selon ce principe-là. Ce qui est premier, c'est la politique salariale et c'est la politique industrielle pour aller vers la transition écologique et un développement économique soutenable. C'est ça l'élément clé. On peut faire une intégration européenne, on peut le faire, mais il faut le faire selon cette hiérarchie. Si on ne renverse pas la hiérarchie, on est condamné à la défaite.